Et donc à la fin, on le chauffe, on dit Max, tu vas faire la photo du calendrier avec nous. Mais non, mais si, tu vas faire. Donc non, il ne voulait pas, donc on le fout à poil, et on le prend, et on fait une photo d'équipe avec, avec Max à poil. Alors évidemment, celle-là, elle a été tirée, mais pas commercialisée. Salut à tous, le face-à-face du jour, c'est avec Thomas Lombard. Salut Thomas. Salut François. Merci de nous recevoir à Jean-Bouin. On va bien sûr parler du Stade français. On va parler de toi, on va parler de rugby. En tout cas, on est bien, on est ensemble à Jean-Bouin. Regardez, le stade est là. Et nous, on est prêt à s'installer. À tout de suite. One, two, trio. Allez, ça tourne. Ben nous voilà installés, Thomas Lombard, directeur général donc, du Stade français rugby. Le principe est simple, un entretien où on va prendre un peu le temps de parler de tout. Et puis il y aura quelques petits questionnaires rapides, un petit peu ponctués, avec des thématiques. Alors on est en 2024, c'est une année olympique. Jean-Bouin va être mobilisé. Hein, Ah oui, mais la maison du Stade français. La maison du Stade français va être mobilisée pour la maison des Allemands. D'accord. Voilà. Alors au départ, on devait avoir l'équipe de France de rugby à 7, puisqu'il a été question à un moment que le tournoi olympique de rugby à 7 se déroule ici, et puis finalement le Stade de France est apparu plus approprié parce que le Stade pensait être capable, à juste titre, de mobiliser plus de monde. Je crois qu'ils ont vendu à l'heure actuelle 60 000 places. Donc on s'est retrouvé avec le stade à disposition. Les Allemands sont venus nous voir pour monter l'équivalent du club Allemagne ici. Et voilà, c'est l'opportunité pour le club de continuer à faire vivre l'enceinte. Voilà, c'est aussi on va dire l'appétence pour l'Allemagne liée au docteur Wild. Le rugby à 7, forcément, qui est donc olympique. Combien de joueurs potentiellement au JO, combien de joueurs du Stade français concernés par l'équipe de France masculine? Là, on a actuellement Ditimo, qui fait partie de l'équipe de France à 7, qui l'a fréquenté beaucoup sur les premiers tournois. Alors là, il commence à jouer un peu avec les pros, donc on va arbitrer. Mais il a de très fortes chances d'en faire partie. C'est un joueur avec le profil de Sekou Makalou, hein, c'est-à-dire très rapide, très aérien, jeune joueur, issu de la formation des clubs d'Île-de-France, de Massy, et avec un bel avenir devant lui. Chez les filles, combien de joueuses aussi concernées par le Seven? Alors on a Anne-Cécile Siofani, qui normalement devrait en faire partie, et Camille Grassino, qui jouait chez nous. Bon après, elles sont quand même majoritairement sur la saison prises sur le circuit. Hein. Donc elles passent assez peu de temps avec le Stade français. Avec les Pink Rockets. Et puis il y a Koumba Diallo, je crois, qui va porter la flamme. Koumba Diallo, ouais, et Lénaï Corson, qui ne joue plus pour les Pink, mais qui a joué de longues saisons ici. Toi, les JO, tu vas les vivre comment? Tu vas devoir être là pour la Deutsches Haus ou Alors, je vais passer un petit peu de temps ici, et puis après, je vais prendre des vacances, parce que ça coïncide avec l'interruption de la compétition du top 14, donc il faut en profiter aussi. Bon, et justement, c'est l'occasion de lancer ce premier petit questionnaire, comme je te disais, un questionnaire JO. Voilà, si tu devais retenir un souvenir de Jeux Olympiques, tu retiendrais lequel? Carl Lewis. Carl Lewis, quand il gagne les 3 médailles d'or, je me rappelle encore où je regardais ça. Les 4, non? Ou les 4, ouais. Los Angeles. Los Angeles, exactement. 84. Incroyable, l'athlète. Je me rappelle aussi le duel avec Ben Johnson. Il y a des images comme ça qui me marquent, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit, en tout cas. Bon, voilà, le mec déjà qui était quand même époustouflant, l'allure, puis la domination sur des épreuves, je ne peux pas dire aussi différentes, mais c'est la première fois qu'on voyait arriver un extraterrestre pareil, quoi. Et après, plus loin, Marion Jones, bon, même si la fin est tragique, et puis notre Usain Bolt, quoi, aussi. Moi, je retiens beaucoup les coureurs de 100 mètres. Peut-être que ça traduit aussi un peu de mes connaissances du reste, mais c'est vrai, c'est souvent l'épreuve qui me met le plus en ébullition. Quand tu parles de Carl Lewis, à ce moment-là, tu as quel âge et quel sport tu pratiques? Je joue au tennis et j'ai 10 ans. Voilà, donc c'est pas du tout. Il n'y a pas d'identification particulière. Il y a simplement que c'est comme le tournoi destination, quoi. On était en vacances, parce que c'est l'été. Tu es avec ton vieux, tu regardes le Tour de France un petit peu. Il y a peu de sport à la télévision à cette époque.
à ce moment-là, donc les JO, c'est quand même le truc que tu regardes. Mon père avait fait de l'athlé en plus, donc il aimait bien regarder ça. Donc voilà, c'est ses premiers souvenirs. Mais toi, c'était le tennis. Ouais, tennis, ouais. Ouais. Sport que j'ai pratiqué. J'ai essayé le foot, mais j'avais 2 croissants à la place des pieds, donc c'était pas la peine. Le tennis après longtemps, et après le rugby, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé? Il fallait que je fasse un sport collectif. Fils unique, pas malheureux, bien protégé par ses parents. À un moment, mon père m'a dit faut aller vers les autres là. Puis voilà, ça m'a plu. Et ça s'est fait à quel âge? J'avais 13 ans. Et 13 ans, au Chesnay, là en banlieue, à côté. Et puis c'était chouette. C'était un bon moment. Et t'as accroché tout Ouais, j'ai accroché. Ouais. Bon, après, j'étais plutôt grand, plutôt fin. Je courais relativement bien, quoi. Donc ça s'est fait assez facilement sur les qualités physiques. J'étais pas Guy Boniface dans le maniement du ballon. Ou André. Ou Joe Mazot. Voilà, ou Dédé Boni. D'accord. Et le tennis, ça t'a aidé pour justement t'adapter vite? Parce que c'est quand même un sport où on se repère beaucoup dans l'espace, où c'est un sport de coordination. Ouais, c'est un sport intéressant, notamment sur les accélérations, sur les reprises d'appui. Je pense que ça m'a un peu aidé. Peut-être aussi sur la maîtrise de soi, parce que quand tu joues au tennis, que tu as 13-14 ans, tu pètes. Moi, je faisais partie de ceux qui cassaient quand même quelques raquettes. Donc, tu apprends aussi à te maîtriser. D'accord. Mais tu as fait la compète, des Ouais, classements? j'ai été classé, j'ai fait des tournois. On jouait aussi beaucoup avec mon père, en double, parce qu'il était plus âgé, donc en double, ça l'arrangeait. Et on était réputés parce que, en fait, on passait notre temps à s'engueuler, mais fort. À la fin, les mecs voulaient plus jouer contre nous parce qu'on voulait absolument gagner. Et on passait notre temps, je dirais, à mal se parler, ouais. Surtout mon vieux. Et ton classement le plus haut? J'ai dû être 15-3, je crois. D'accord, à 13 ans? Non, parce que j'ai continué à jouer. Hein. Je jouais en Benjamin à l'époque, donc il y avait un entraînement le mercredi et le match j'ai dû jouer jusqu'à 15-16 ans. Du coup, tu joues toujours et tu as toujours... Non, je joue plus, j'ai pas le temps malheureusement. Je me suis remis à jouer il y a quelques années. Du coup, c'est toujours la même chose. Quand tu fais rien, tu t'habitues à rien faire. Puis quand tu te remets à un truc que ça te plaît, donc il fallait que je joue tous les jours. Puis évidemment, le problème c'est que tu n'as plus 20 ans, donc j'avais mal au cou, j'avais mal aux genoux. Puis après, j'ai pris le job ici et terminé. Ouais, terminé. Le rugby, donc tu bascules, le Chesnay, le Racing, après? Le Chesnay Versailles, le Racing, ouais. Chesnay Versailles, le Racing. Ouais. Tu as fait tout l'ouest pour remonter vers Colombes. C'est ça, pour remonter vers... à l'époque, le Stade français n'existait pas, donc il y avait le PUC. Le PUC, enfin vraiment sur l'élite, il y avait le PUC et le Racing. J'étais au lycée Lacan à Lasso. Donc voilà, il a fallu choisir entre les deux. J'ai hésité longtemps et puis je suis parti au Racing. Alors le Racing qui à l'époque donc avait été champion au début des années 90. C'est quoi le premier match dont tu te souviens, le premier match où tu es allé au stade, ou en tout cas le premier match? Voir la finale Toulouse-Toulon avec l'essai de Denis en 87. L'essai où 89 ou Codorniou, exactement. 87 c'est Toulon Racing. Où Didier Codorniou, mais Denis Charvet qui court, je me revois dans le stade là, avec les copains. Et on avait été aussi voir un match au Parc des Princes, qui était le match du bicentenaire de la Révolution entre les Lions britanniques et le 15 de France. Et on avait fait la plus grande mêlée du monde. Donc on était allé on avait fauché du gazon du Parc des Princes pour ramener chez nous, pour avoir un souvenir. Je me rappelle de ça. C'est pas là où la Roume, Olivier Roumat, jouait numéro 7? Peut-être. Il me semble. Avec sa fameuse double sautée. Et ça avait été une innovation, c'est en 89. Ouais. Il me semblait, le bicentenaire, il me semble. Il fallait des manieurs de ballon à l'époque. Non, mais en tout cas, c'était prémonitoire par rapport à son fils Alexandre, oui. qui est très doué aujourd'hui et qui joue à peu moins qu'Olivier, mais très doué quand même.
Premier match, donc premier souvenir. À ce moment-là, quand tu vas voir le stade, la finale et tout, tu sais que tu veux tu veux jouer en élite ou... Non, pas du tout. Jouer en élite, c'est... Non, je joue avec mes copains. Je suis à Versailles à l'époque, hein. Je suis encore avec mes... Je commence à me dire que peut-être ça serait sympa quand je rentre au lycée La Canale, donc en seconde, pas beaucoup de temps après. Mais là, tu fais les sélections de jeunes, départementales, tu joues en TADI en Île-de-France. Et après, ça commence à se matérialiser un peu plus concrètement dans mon esprit. Ouais. C'est qui ta génération, toi ceux que tu avais à la Canale ou ensuite au Racing? C'est 75, donc c'est Thomas Castagnède, Alexandre Péclier, Raphaël Géchou, c'est des garçons comme ça, qui est entraîneur aujourd'hui, qui était consultant avec nous, Nicolas Godignon. Voilà, c'est ces mecs-là. Donc toi, tu es dans les équipes de France jeunes tout de suite tu es... Ouais, je fais l'équipe de France junior. On a joué le mondial en France, on a perdu en demi-finale contre l'Italie. Joli fait d'armes. Bon, on s'est rattrapé, on a battu les Sudaf qui participaient pour la première fois en match de classement, mais c'était pas ouf. Ouais. D'accord. Mais on s'en souvient du coup. Perdre la demi-finale contre l'Italie. Perdre contre l'Italie en junior, ouais, je pense que c'est pas. À l'époque, ça arrivait pas très souvent. Aujourd'hui, les équipes de jeunes italiennes, il faut se les coltiner. Ouais. Bon, le rugby, bien sûr. Ça devient quand ton objectif de devenir professionnel, toi, tu arrives encore à développer un double projet en étant, déjà en première division? En fait, c'est pas que tu y arrives, c'est qu'il est obligatoire. Moi, je passe mon bac en 92. Donc en 92, il n'y a pas de rugby pro. Donc tu t'es obligé d'aller à la fac. Alors déjà, tu cherches à trouver un peu un moyen de faire des études, mais quand même de garder un peu de temps pour jouer au rugby. Donc j'hésite entre l'école de journalisme. Je suis pris à l'IUT, mais il faut aller à Nice pour faire l'IUT de sciences et communication. Du coup, j'y vais pas. Et finalement, je vais à l'UREPS d'Orsay pour m'engager dans les études pour devenir éventuellement prof de sport, ce que j'ai absolument pas envie de faire. Mais comme il y a les copains, comme on joue au rugby, c'est bonnard quoi de faire le REPS, donc je vais là-bas. Voilà. Et j'y reste 3 ans, et puis à ce moment-là, le rugby devient professionnel. Donc la bascule, elle est automatique, quoi. Et là, arrêt des... Je fais l'armée aussi, entre-temps, l'avant-dernière édition du bataillon de Joinville. Et après, j'enquille ici. Quitte le Racing et je viens ici. Stade français professionnel, c'est les débuts du Stade français. Toi, tu arrives comment? Parce qu'il y a quand même beaucoup de grands noms au début du Stade. Oui, il y a du grand nom. Tu connais bien, hein, puisque tu es passé là aussi. Écoute, à ce moment-là, il y a la Coupe de France qui se joue. Moi, je joue au Racing. Donc le Racing a été rétrogradé suite à la venue de Bob Dwyer, etc. Donc le Racing fait comme ça et le Stade français fait comme ça. Et on est dans la même division. Et on se croise sur un match de Coupe de France. Et le Stade français reçoit le Racing Club de France, qui est composé par que des jeunes, puisque tous les anciens sont partis. D'ailleurs, un certain nombre sont venus ici. Xavier, Blond, Denis, entre autres. Et on les recroise avec une génération, avec le petit Le Rouge, Échou, dont j'ai parlé tout à l'heure, Marc Lajuste, tous ces mecs-là, Laurent Pedrosa. Et on perd à Jean-Bouin, mais on les emmerde un peu, quoi. Et donc Bernard, qui est coach, il voit les jeunes juste à côté du Racing. Donc 3-4 jours après, il y a le téléphone qui sonne, est-ce que tu veux pas venir, blablabla. Et puis c'est comme ça que je me retrouve au stade l'année suivante. Donc toi, c'est Bernard qui te convainc, Bernard Laporte qui te convainc? C'est Bernard et Max, ouais. Bernard et Max qui, on se croisait, hein, on sortait dans les mêmes endroits, Pousse au crime, la rue Princesse, Coco la Bodega, enfin voilà. Donc on n'était pas en terrain inconnu. Hein. Ouais. Et donc il n'a pas fallu beaucoup de temps pour te convaincre? Non, il n'a pas fallu. C'est toujours c'est les excuses quand t'es gosse, quoi. Tu as l'impression que c'est un déchirement, que tu quittes tes amis, et puis en fait tes potes ils habitent toujours au même endroit et toi t'as pas déménagé, quoi. Donc tu les vois toujours, ça change rien. C'est juste que ça prend un petit moment pour prendre la décision, mais
la fin, ça se passe très bien. Bon, tu viens au Stade Français, je suis donc obligé de te faire un petit questionnaire qui va ponctuer donc cet entretien, un petit questionnaire Stade Français, un petit peu tourné sur les dieux du stade. Combien de fois as-tu posé? 3 ou 4, je crois. J'ai fait le premier, et donc je suis resté jusqu'en 2007, donc je dû en faire 3 ou 4. Ouais. Non, je suis resté jusqu'en 2004, pardon. Donc j'en ai fait 4. 4. Aucun regret? Non. 20 ans plus tard? On a bien rigolé, là. Non. Bon, quand les gosses les ressortent, ça les fait marrer aujourd'hui. Bon, après, ils ont accès à tellement de trucs maintenant que ne se formalisent plus là-dessus. Est-ce qu'on pouvait refuser de poser? Pouvait refuser de poser, mais j'ai pas souvenir que. Alors, il y avait beaucoup de refus en off. Tu vois ce que je veux dire? En on avec Max, c'est plus compliqué. Ouais. Quel était le cachet, s'il y en avait un, pour les joueurs? Alors, au début, il n'y a pas eu de cachet. La première édition, il n'y a pas eu de cachet. Et après, je crois que c'était un truc de l'ordre de 2000 euros, 2500 euros pour la photo. Enfin, la photo. La journée ou les journées, puisque les photos étaient quand même faites par des artistes. Hein, c'était pas le photographe du coin qui faisait ça. Donc, ça prenait quand même un peu de temps. C'est pas le mec avec sa caméra et de loupiote, quoi. C'est un peu ce que je voulais dire. Puis il y avait un making-of, quoi. C'est vrai. Qui s'est fait le plus chambrer à cause du calendrier? Bon, c'est Domi. Mais bon, tout ce qu'il le faisait, il le faisait aussi à dessein. Hein, donc, il se tirait sur la nouille pendant 1 heure pour qu'elle soit plus grosse. Forcément, ça faisait marrer tout le monde. Non, on a bien rigolé. Qui a eu le plus de rendez-vous galants grâce au calendrier? Je pense que Patrick Tabaco a offert beaucoup de calendriers. Il a beaucoup communiqué sur le calendrier. Il a d'ailleurs probablement contribué à l'augmentation des ventes en achetant pour les expédier. Combien de fois on t'a reconnu dans la rue grâce au calendrier? Je sais qu'on a reçu beaucoup de lettres. Beaucoup de félicitations, c'est vrai. Centrées d'ailleurs dans un arrondissement de Paris. Et aussi des lettres de menaces. Plus sud de la France. Et ça nous faisait beaucoup rire. Quelle anecdote tu n'as jamais racontée sur un tournage ou Si, il y a une anecdote. C'est que le dernier calendrier, donc le 2004, je crois, on fait il y a un casting photo où on se retrouve, moi, Domi, Franck Combat, Arthur Gomez. En fait, on est tous les uns avec les autres, les uns à la suite des autres, et on fait une photo de groupe qui d'ailleurs sera finalement dans le calendrier, ce qui n'était pas prévu. Et évidemment, Max, il est là, quoi. À chaque fois qu'il y a je sais pas, c'est pas un tournage, mais c'est un shooting. Oui. Il est là, il regarde, il participe, il donne des conseils. Et donc à la fin, on le chauffe. Vous dit, Max, tu vas faire la photo du calendrier avec nous. Mais non. Si, tu vas faire. Donc non, il ne voulait pas. Donc on le fout à poil et on le prend et on fait une photo d'équipe avec Max à poil. Alors évidemment, celle-là, elle a été tirée, mais pas commercialisée. Et je suis à peu près certain qu'il l'a. Lui, il a dû l'avoir. Nous, on l'a pas eu la photo. D'accord. Mais on sait que le mec a shooté et qu'il a appuyé sur le bouton. Donc celle-là, elle vaudrait cher. Celle-là, elle peut valoir un peu d'oseille, ouais. Bon, tu te retrouves en 2019 à la tête du Stade Français. Je redeviens sérieux avec des questions plus sérieuses. Donc dans un rôle en fait qui n'était pas spécialement prédestiné, directeur général. Comment ça s'est passé et comment tu as appréhendé quand même ce changement de rôle en fait, de fonction? Ça s'est passé un peu par hasard puisque on travaillait ensemble sur la chaîne qui diffuse le rugby Canal+. Et en fait, je rencontre le docteur Wild au moment où il reprend le club parce qu'il me demande de venir animer un grand barnum qu'il fait pour présenter son projet pour le club. Et puis on discute, et il me dit « Ah bon, vous avez joué au Stade Français ?» Oui, voilà. Et je le recroise du coup à chaque fois que je commente les matchs du Stade Français. Et on discute. Et puis un beau jour, je reçois, donc on est en été 2019, il m'appelle, je suis en vacances à l'étranger. Il me dit « Voilà, je voudrais te voir parce que je vais
je vais changer mon organisation au Stade Français et je voudrais en discuter avec toi parce que j'aimerais t'inclure dedans. Je lui dis, écoutez, je suis en vacances, je verrai ça à mon retour. Il dit, non, il faut que je te voie maintenant. Je dis, mais je ne peux pas, je suis en vacances. Non, mais moi, je viens de voir. Il dit, non, on se voit début août quand je rentre à Paris. De toute façon, il y a la Coupe du Monde 2019, etc. J'ai des engagements. Et on s'est vu rapidement à Paris. Et puis voilà, on s'est mis d'accord. Sur la fonction, moi je lui ai dit, moi je sais rien faire, hein, je ne suis pas un directeur général, hein. Je suis un ancien joueur de rugby, je connais un peu le rugby actuel puisque je l'observe, je connais un peu le Stade Français même si c'est plus tout à fait le même Stade Français et j'ai quelques convictions, quoi. En tout cas, ce que je pense, c'est que sur ce qui est fait aujourd'hui, voilà, on peut changer et on doit changer certains trucs, ça marchera sûrement un peu mieux. Et voilà comment l'histoire commence. L'histoire commence donc, il te nomme directeur général. Oui. Ça veut dire gérer un budget de 30 millions d'euros à peu près 40 millions d'euros. Ouais. Et ça ne te donne pas le vertige parce qu'il y a toute une partie financière et administrative qui… Si, mais bon, il y a quand même des gens qui sont en place et le seul privilège du patron, entre guillemets, c'est de pouvoir choisir son équipe, quoi. Donc tu t'entoures surtout de gens qui sont bien meilleurs que toi et qui vont pouvoir faire tout ce que toi, tu ne sais pas faire. Donc, même si tu veux exécuter, la fonction fait que tu as beaucoup de choses à faire. Donc, si tu veux exécuter, tu vas exécuter qu'à moitié. Donc, il faut des gens sur lesquels tu peux t'appuyer et en qui tu peux avoir confiance pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'ai 3-4 personnes qui travaillent de manière étroite avec moi et qui sont dans leur domaine de compétences, la gestion du stade, le marketing, la finance et le sportif, des gens extrêmement compétents et qui nous permettent d'avancer au moins en confiance et d'avoir un alignement sur ce qu'on veut faire ensemble. Combien de personnes ça te oblige à gérer aujourd'hui ? Il y a 110 personnes dans ces 110 au club aujourd'hui. Il y a à peu près une soixantaine de joueurs qui sont sous contrat. Le reste, c'est soit des staffs sportifs, soit des staffs administratifs. Donc c'est assez lourd comme structure. D'accord, donc il a fallu, on va dire, une formation accélérée sur le terrain en termes de management et pas sur le sportif, mais notamment pour parler aux administratifs et tout, pour impulser quand même. Bon, il faudra leur poser la question, mais quand il y a une équipe qui est démobilisée ou qui est en souffrance, c'était le cas. Voilà, quand il y a quelqu'un qui arrive avec un petit peu de connotation rugby et qui amène une nouvelle énergie, les gens, ça les redresse, ça leur donne envie. Donc, malheureusement, derrière, on a pris le Covid. Ça n'a pas été très simple. Mais je dirais que sans rien avoir inventé, mais on a remis un peu d'image, d'identité, de fonctionnement rugby au Stade Français. Et comme c'est des gens qui, pour la plupart, sont là depuis un moment et ont le Stade Français chevillé au corps, voilà, ça leur a redonné l'élan. Aujourd'hui, tu n'es pas le même DG qu'il y a 4 ans, quoi, ou 5 ans. Non, tu apprends à déléguer encore plus. Tu apprends à tempérer tes ardeurs, même si voilà, il y a des choses qui continuent de t'exaspérer. Et c'est pas le fonctionnement interne, hein, c'est aussi le fonctionnement du rugby, voilà, et il faut faire avec. Et puis surtout, tu apprends la patience. Que tu penses que tu vas tout changer d'un coup de baguette magique et tu t'aperçois que malheureusement, il faut construire centimètre par centimètre, repasser, remettre un coup de ciment et ça, c'est dur. Mais qu'en fait, c'est pas le fonctionnement ni d'une équipe professionnelle, ni d'un centre de formation, ni d'une association. C'est ce fonctionnement global qui est hyper difficile et long à obtenir et en même temps très fragile, en plus de ça. Au début, on s'est attaqué au chantier de l'équipe professionnelle, et puis après, on a regardé les espoirs, et puis maintenant, on s'est dit, ouais, mais les espoirs, ça ne suffit pas, parce que si tu veux des bons jeunes, il faut mieux former au niveau de tes crabos, de tes espoirs, associations, etc., etc. Donc, tu redescends, c'est un grand puzzle, et quand tu n'as pas toutes les pièces, ou que tu n'as pas compris où se situaient toutes les pièces, tu peux pas fonctionner. Là, je pense sincèrement que on a bien avancé et que maintenant le projet va pouvoir se dérouler, quoi. Est-ce que toi, au départ, tu étais un peu, entre guillemets, par réflexe, peut-être aimanté par l'équipe pro
Et aujourd'hui, tu as ouvert davantage Ouais. ton rayon d'action. Je l'étais aussi par besoin, hein. C'est-à-dire que quand je suis arrivé une semaine après, on s'est séparé d'Heineken Meyer. Et aux manettes de l'équipe professionnelle, on a mis Julien Rias et Laurent Sampéré, qui avaient respectivement aucune expérience, puisque Julien, on lui a demandé d'arrêter sa carrière de joueur et de devenir coach. Et Laurent, il avait fait 2 mois et demi dans le staff d'Heineken. Donc il fallait qu'on soit un peu proche. Donc je me suis rapproché d'eux, même s'ils ont très vite compris comment ça marchait et ils ont fait du super boulot. Après, Quesada est arrivé. Donc là, ça a été un gros focus qui a été mis sur les pros. Et aujourd'hui, Laurent Labitte est là. Et on appréhende un projet, ce que j'expliquais avant, c'est plus global, mais qui est une nécessité aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir un entraîneur qui est là que pour entraîner les pros. C'est pas possible. Ou alors, voilà, à un moment, tu vas avoir des trous dans la raquette. Donc c'est pour ça que ce poste de directeur de rugby qui est aujourd'hui occupé par Laurent, il est fondamental dans notre organisation. Parce que lui, évidemment, il passe du temps avec les pros, mais il passe du temps avec les espoirs, il passe du temps avec toute la partie associative, il distille un message qui est transversal sur tout le club, il voit toutes les parties prenantes du club, et ça n'a pas de prix. Il y a un point commun à ces deux périodes et ces différents staffs sportifs, c'est le propriétaire. Idéalement, tu connaissais Caprisson avant ou pas? Non. Enfin, de nom, mais pas... Il y avait une équipe cycliste. Ouais, Caprisson. Et il a aussi sponsorisé ou soutenu Mohamed Ali. Ah oui. Ouais. Et C'est un grand passionné de sport. Il a pratiqué l'équitation, lui, à un haut niveau. Et voilà, son père joue au rugby, a joué au rugby, et boxe, football. Il suit énormément le football allemand aussi. Rugby, bien sûr, maintenant avec le Stade Français. Et puis, tout ce qu'il a fait avec l'équipe d'Allemagne. C'est un grand monsieur du sport. j'imagine qu'il faut aussi, ça fait partie de la dimension de ton métier, mais c'est parler à quelqu'un qui est milliardaire, mais qui a le sens de l'investissement et qui ne veut pas faire n'importe quoi, donc ça veut dire le convaincre. Comment ça se passe? Quelle est ta relation, toi, est-ce que c'est une relation au quotidien, hebdomadaire, mensuelle? Comment vous fonctionnez? C'est quelqu'un qui est très actif professionnellement, donc il est énormément en déplacement. Il vit, je pense, bien un tiers du temps dans son avion. Il parcourt le monde, il va racheter des entreprises, suivre les business qu'il a déjà. Je pense que ça fait aussi partie de son équilibre de bosser. C'est des gens qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui travaillent énormément, et ça lui permet aussi de rester alerte. Donc au club, il y vient voir les matchs. J'ai envie de dire, il y vient le plus souvent possible, même si c'est pas assez. Donc d'un côté, ça donne beaucoup de liberté, mais de l'autre, voilà, il faut aussi garder le contact. Donc c'est pour ça qu'on a une conversation téléphonique, enfin Zoom, par semaine. D'ailleurs, c'était aujourd'hui, où pendant 1 heure, 1 heure et quart, on échange. On lui explique ce qui se passe, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, ce qu'il nous a demandé. Lui, il est connecté, donc WhatsApp, mail, ça répond tout de suite. Donc on a un contact. Après, la présence physique, elle est aussi nécessaire parce que son lien avec le club, c'est le match, quoi. Donc quand il part pour plusieurs semaines à l'étranger, il ne voit pas ce qui se passe dans le club. Donc sa relation avec le club, c'est uniquement la télévision. Et c'est bien et pas bien. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un tas de choses qui se passent sur le déploiement du projet, sur les équipes de jeunes, sur les féminines. Et tout ça, il faut qu'il le voit parce que voilà, même si lui, son ambition, c'est d'arriver à gagner avec les pros, et tout ça, il contribue et fait partie du Stade Français en général. Donc un point hebdomadaire, est-ce que toi, dans cette relation, c'est un moment de pression pour toi ou c'est un moment d'échange, on va dire, constructif ou alors il faut absolument faire rentrer 10 sujets en 1 heure et c'est un peu la course Non, c'est pas quelqu'un qui met la pression.
c'est quelqu'un qui est exigeant. D'abord, je pense qu'il a lui il s'impose un certain nombre de choses. Donc il estime que les gens qui travaillent avec lui, et c'est normal, doivent avoir au moins les mêmes critères. Mais c'est pas ouf. Hein. Quand il t'envoie un mail, il attend que tu lui répondes, quoi. Il t'envoie un message, il vaut mieux répondre. Mais il n'envoie pas des messages à 3 h du matin. Mais des fois, avec le décalage horaire. Mais voilà, c'est tout. C'est vraiment quelqu'un qui... Et j'ai connu dans ma carrière de joueurs, des propriétaires ou des gars qui se comportaient pas tout à fait pareil. Après, ils sont tous habités par la même chose. Hein. Ils ont réussi dans leur business respectif. Ils pensent qu'ils peuvent dupliquer au sport un certain nombre de choses qu'ils ont fait dans l'entreprise. Ça marche pas forcément toujours, ou en tout cas pas de manière aussi simple. Donc ça prend du temps. Et ça, le temps, pour eux, c'est difficile. Et je crois qu'il l'a compris aujourd'hui, qu'il faut faire marche par marche. Voilà, on y arrive maintenant. Il ne faudra pas que ça dure non plus trop longtemps. Qu'est-ce qui te sert aujourd'hui dans ton travail de directeur général et que tu as importé du terrain, de ce que tu as appris toi en tant que joueur? Les 14 mecs que tu as à côté de toi, hein, c'est la seule chose moi qui m'importe aujourd'hui. C'est d'arriver à garder les coéquipiers. Tout seul, tu vas faire un coup de temps en temps, tu vas ramener un sponsor, tu vas faire un coup d'éclat, mais en fait, il faut juste comprendre que, c'est ce que je dis d'ailleurs, nous on travaille, on est là pour le club, on est là de passage, donc à un moment on va quitter pour une raison ou pour une autre. Et il faut qu'on essaie de rendre plus beau ce club qui a 140 ans d'existence, qui a gagné un certain nombre de titres, donc qui a plus gagné depuis un moment. Si nous on peut être ceux qui refont gagner le club, on aura réussi notre passage, c'est tout. Et puis un jour on quittera. Mais voilà, au moins qu'on n'ait pas de regrets et puis qu'on s'estime un peu les uns les autres. Si on part du principe qu'on travaille ensemble, on travaille les uns avec les autres et surtout les uns pour les autres. Voilà, le grand principe, c'est ça. Hein. Bon, c'est joli comme ça, hein, expliqué, mais dans les actes, moi, ce que je dis aux salariés, aux coéquipiers dans l'équipe, c'est votre réussite. Et c'est eux qui seront mis en avant. Est-ce que toi, tu as une discipline de travail personnelle? Est-ce que c'est tous les matins à 7h, à 8h, à la salle, machin? J'ai des enfants relativement jeunes, donc même si tu n'as pas la discipline, ils te l'imposent, quoi. Donc on se lève à 6h30, je suis au club vers 8h. Quoi. 8h, ma femme pose le petit à l'école, j'ai une fille qui va là à côté, donc 8h15, je suis au club. Après, c'est plus flexible sur les horaires pour quitter. 8h, 8h30, des fois il y a des réunions. Comme je suis aussi à la Ligue nationale de rugby, on a des bureaux, des comités directeurs, mais je ne suis pas trop chez moi. D'accord. J'ai l'impression que ça te plaît, ça, les bureaux, les comités directeurs. Ça ressemble à quoi, en gros, ta journée Parce qu'un club, il y a la dimension des partenaires, il y a un peu un rôle d'ambassadeur, de manager. À quoi elle ressemble ta journée Déjà, il y a... Quand tu es directeur général, tu dois solutionner un certain nombre de problèmes. Donc, tu as tous les problèmes qui se sont accumulés depuis 2, 3, 4, 5, 6 mois. Des fois, il y a des trucs qui traînent. Donc, tu as déjà tout ça. Donc, quand tu viens le matin, tu sais qu'il va falloir que tu consacres un petit peu de temps. Et après, il y a tous ceux que tu n'as pas vu arriver, qui arrivent là, vers 8h, 8h30. Ils tombent les uns après les autres. Donc, ils viennent t'embouteiller. Alors, des fois, il y a des urgences. Il faut résoudre ça. Il y a des sujets partenaires, effectivement, où il faut entretenir un certain nombre de relations. Donc, c'est des déjeuners, c'est des rendez-vous. Il y a des nouveaux partenaires qu'il faut essayer d'attirer. Il y a tout le projet éducatif aussi qui demande du temps. Hein. On signe des accords avec pas mal d'écoles. Il faut voir les jeunes. On a pas mal de réunions aussi de planification sur voilà, comment on va se déployer. On a des comités de direction, notamment le lundi matin, qui est une journée chargée parce que le week-end s'est passé. Quand c'est à l'extérieur, c'est un peu moins lourd, mais quand c'est à la maison, on fait le bilan chiffré du match. Un certain nombre de réunions LNR aussi sur lesquelles il faut participer, qui peuvent nous prendre en plein milieu de la journée comme le soir.
Et puis la gestion sportive, quoi, les contrats, le camp des loges, qui nous a beaucoup occupé sur la dernière année, hein, et c'est pas terminé. Voilà un peu autour de quoi ça tourne. Le rapport plaisir-emmerdement, en pourcentage? Le plaisir, il est extrêmement furtif. Il n'y a pas de... Le plaisir, c'est de... Je ne sais même pas si c'est du plaisir ou un soulagement. C'est quand tu as gagné. Donc ça dure 2 heures. C'est un peu comme quand tu fais un gros footing. Quand tu fais un gros footing, ça te fait chier. Tu as mal. Et puis à un moment, tu cours. Puis quand tu t'arrêtes, tu as 2-3 minutes là où tu es très bien. Donc c'est un peu ce qui se passe après le match quand tu as gagné. Puis très vite, tu rebascules sur le match d'après. Mais nous, on est un peu insatisfait aussi, donc on est un peu con avec ça. On aurait du mal à apprécier l'instant présent. Quand tu dis nous, c'est les anciens sportifs. Oui, c'est ça. On est un peu toujours insatisfait, quoi. Mais c'est aussi ce qui nous permet de tenir. Après, moi, j'aime bien que les équipes elles soient payées, quoi. Je parle des gens qui travaillent, quoi. Pour eux, ils sont beaucoup dans l'ombre, notamment l'admin. Ils subissent, ce qui est très injuste, hein. C'est-à-dire que les mecs, ils font tous les week-ends, ils délivrent des prestations, il y a 2000, 3000 clients, ils sont là, les buvettes, ils servent les gens. Et puis si tu gagnes, c'est extraordinaire. Puis si tu paumes, alors que tu as fait exactement la même chose que le week-end d'avant où tu as gagné, c'était moins bien, quoi. Donc ils sont impactés par ça. Donc ça, c'est dur parce que c'est pas la juste mise en avant ou mise en valeur d'un travail qu'ils ont effectué. C'est l'ingratitude de la société sportive, enfin d'une société à objet sportif, quoi. Ouais, mais pour ça, il faut aussi que les joueurs ils en aient conscience. Tu as une responsabilité de savoir que, bien sûr, ils engagent leur équipe, ils engagent leur personne sur la prestation et l'issue du résultat, mais pas que. Et en plus, ils ont suffisamment de pudeur pour ne pas aller leur dire, quoi. Voilà, donc il faut qu'ils comprennent ça. Donc c'est bien que de temps en temps, ils viennent dans les espaces, ils viennent voir un peu le lundi matin quand ça ne s'est pas bien passé, faire un petit coucou, un serrage de main, boire un café, ça les rebooste. Toi-même, quand tu étais joueur, alors il n'y avait pas peut-être autant de partenaires, il n'y avait pas autant peut-être d'obligations, entre guillemets, autour du match, mais tu avais conscience aussi de ça Alors nous, on vivait, je pense qu'à l'époque du Stade Français, il devait y avoir une directrice, un directeur financier et un manager, quoi. Donc en fait, tu vivais, c'était une équipe, mais dans l'équipe. Alors que là, il y a peut-être 40 salariés admin, quoi. Donc ils sont pas au même endroit. Enfin, ils sont dans le même site et ils le seront plus l'année prochaine puisque les pros vont partir au camp des loges. Donc c'est une autre machine, hein. Comme les coachs. À l'époque, il y avait un entraîneur principal, un entraîneur adjoint, un prépa physique, un toubib et 2 kinés, quoi. C'était terminé. Et puis un intendant qui venait. Là aujourd'hui, il y a presque autant de staff sportif que de joueurs. Donc voilà, le monde il a changé. Et et avec un peu de recul et de distance, ça te semble normal d'avoir cette inflation de ressources? Je crois qu'il y a des modes. C'est comme le rugby en fait. Le rugby, des fois, les joueurs, on se met à leur demander de faire beaucoup de musculation, des gros, et puis après on revient au plus rapide. C'est comme ça. Là aujourd'hui, on est dans la multiplication des staffs, avec de l'avantage parce que évidemment tu travailles plus dans le détail, mais aussi je ne vais pas dire des inconvénients, mais une charge du coup qui fait que à un moment, quand tu as 10 mecs qui travaillent autour d'une équipe, les 10 mecs, ils ont envie de faire leur job, quoi, ou de faire quelque chose. Ils disent, il faut que moi je fasse ci, il me faut 5 minutes de ça, donne-moi 10 minutes. Et du coup, tes séquences d'entraînement, elles augmentent aussi. Alors ça, c'est pas tellement grave sur le fond, mais en réalité, les joueurs, ça peut leur faire aussi des journées à rallonge. Il faut arriver à mesurer tout ça. À la fois, ça aère un peu le discours pour les joueurs, parce que souvent, ce qui est dur quand on est joueur, c'est le renouvellement du discours du coach. Quand on a connu des staffs à 1 ou 2 coachs, c'était parfois un peu long.
C'était parfois un peu long. Même si c'est souvent les mêmes qui parlent. Voilà. Mais au moins, ça a le mérite d'aérer et de varier. Est-ce que toi, tu as un coach? Non. Non. Il n'y a pas de coach du coach. On a travaillé, Laurent travaille avec Labitte, il travaille avec un coach. Donc j'ai participé à deux séances qu'il a animées pour expliquer, dupliquer grosso modo ce qu'ils ont toujours fait dans les clubs où ils sont passés, puisqu'ils ont un lien qui est assez fort et qui dure depuis maintenant un moment. Et du coup, toi, tu n'as pas de conseiller, tu vois, qui te donne un peu de hauteur sur les choix, les choses comme ça, non? Non, c'est pas que je veux pas, c'est que pour le moment, j'ai pas pris le temps de me poser cette question, mais je me la poserai sans doute. Après, j'ai des amis proches qui ont été dans l'entreprise à des niveaux plutôt importants, avec qui j'échange pas mal là-dessus. Mais j'ai pas quelqu'un qui vient au club, Mais par contre, je sais que je prends mon téléphone, j'expose des problématiques, j'ai des réponses. Et je sais que c'est des gens qui suivent le club. Au début de ta prise de fonction, tu disais « Mon projet, c'est former, rassembler, innover ». C'était un peu le mantra. Ouais. Est-ce que 4 ans et demi plus tard, tu as réussi? On forme, puisqu'on a on a monté la Stade Academy. On a 170 jeunes aujourd'hui qui suivent un double projet, qui sont mentorés, suivis, soutenus au club. On a créé un fonds de dotation qui lève entre 350 et 400 000 euros par an pour financer ses études. Donc la partie éducation, elle est remplie, elle fonctionne. Et elle fonctionnera encore mieux demain, puisqu'elle a vocation à se développer. Et quand je dis à 160 jeunes aujourd'hui, mais il y en aura peut-être 200 ou 250, puisqu'il y a 700 gamins au Stade Français, filles et garçons confondus. Alors les 700, certains ont 6 ans, 7 ans, donc c'est pas pour eux tout de suite. Mais voilà, tout ça, ça va continuer de croître. Rassembler, quand je suis arrivé, je pense que les gens s'étaient plutôt éloignés du club. Aujourd'hui, on a réussi à réengager des fans, même si on peut encore faire mieux. Donc on est sur une moyenne cette saison de plus de 12 000 personnes à Jean-Bouin. Alors c'est un stade qui fait 20 000, enfin un tout petit peu moins de 20 000. Donc on a encore un peu de marge. Mais par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années, c'est mieux. Et sur l'innovation, c'est un club qui a toujours un peu innové. Max en son temps, les calendriers, les maillots roses, les matchs délocalisés, etc. L'entertainment autour des rencontres. Donc innover là-dessus, c'était un peu dur. Le remettre un peu au goût du jour, ou en tout cas le réactiver, c'était normal, donc on l'a fait. Et on a plutôt innové, nous on est parti sur la RSE. Donc on est le premier club à avoir un projet qui est labellisé par l'AFNOR. On est d'ailleurs en cours on fait la 2e évaluation là en ce moment. Et on a 5 pistes sur notre, 5 piliers sur notre projet RSE qui sont la féminisation, l'environnement, le sport santé, la citoyenneté et l'éducation. Et on développe avec des actions concrètes. On a d'ailleurs rendu public notre rapport RSE sur la saison dernière, de manière à engager toutes les parties du club, associations bien sûr, et joueurs professionnels. Il y a l'Equiden dans tout ça? Il y a l'Equiden sur la partie sport santé, qui est un marathon par équipe qu'on court ici dans le stade Jean-Bouin avec des relais qui se passent à l'intérieur du stade et une course autour. Et puis à la fin, on finit dans une grande bodega, puisque ce ne serait pas le rugby si on ne buvait pas un coup ensemble à la fin. Il y a quand même de plus en plus je trouve, de rivalité entre les clubs pour le recrutement de jeunes, de plus en plus jeunes. Voilà. Est-ce que toi, ton projet autour de l'éducation, il séduit les parents? Parce qu'on sait aussi que souvent, ils vont plus au franc. Les meilleurs joueurs aujourd'hui, ils visitent plusieurs clubs. Ouais. On a vu certains qui étaient formés dans des clubs qui sont partis ailleurs puis qui reviennent aujourd'hui dans leur club de formation quand ça ne s'est pas bien passé. Comment tu arrives à convaincre par rapport justement à ton projet d'études dans cette course à l'armement, cette guerre, cette rivalité entre les gros clubs? Alors, dans un monde idéal, moi je souhaiterais qu'un jeune il puisse pas quitter sa région. J'ai pas envie de dire son club, parce qu'aujourd'hui,
général, il y a toujours un club d'élite, pas trop loin. Mais sa région, avant qu'il ait passé son bac. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Nous, on a un jeune aujourd'hui, il a 16 ans et demi, il a été attaqué par plusieurs clubs du Sud. Et c'est un truc de fou, quoi. Le mec, il est en première, il se pose la question de quitter la famille. Donc ça, c'est malheureusement une dérive alimentée par certains agents peu scrupuleux et des clubs aussi qui se disent, vu que les règlements sont de plus en plus contraignants en matière de recrutement et surtout que de signer des jeunes, ça coûte de plus en plus cher, on va les chercher de plus en plus tôt. Donc nous, on a plutôt préféré signer un grand nombre de partenariats avec des clubs aux alentours. C'est notre réseau club partenaire. Il y a 28 clubs aujourd'hui, dont une majorité en Ile-de-France, certains à l'international pour les études, justement pour la dimension scolaire, pour que si nos jeunes doivent voyager, on puisse leur trouver des points sur lesquels ils peuvent aller facilement se plugger et trouver les études et le club. Et ça, voilà, ça nous permet, avec une collaboration, donc on a monté des équipes en interne au club qui sont en lien direct avec ces éducateurs pour piloter le développement des jeunes et éviter de les faire venir trop tôt et de faire péter la cellule familiale et de dire à un gamin qui habite à... C'est pas loin, 150 bornes. Et 150 bornes, il ne peut pas les faire tous les jours. Donc ça veut dire que tu le fais venir ici, tu le mets dans une chambre, dans un internat. Est-ce qu'il ne peut pas rester 1 an et demi de plus dans son club si tu parles avec l'éducateur? Bon, avec les doubles licences, en plus, c'est de plus en plus... Voilà ce qu'on essaye de faire. Et moi, je crois en ça. Après, on a un monde qui est ultra concurrentiel, tu l'as dit. Et de temps en temps, soit on perdra des jeunes, soit on n'arrivera pas à en signer. Parce que d'autres auront été soit plus convaincants, soit plus attractifs que nous sur certains points. Maintenant, la différence avec les autres clubs, c'est que toi, sur ton territoire, il y a aussi un autre club. Enfin, je veux dire, on est deux. Vous êtes rivaux sur les mêmes jeunes finalement. Oui. Nous, on a un accent qui est mis de manière très forte sur la partie éducative, scolaire, universitaire. C'est un plus ou c'est pas un plus. Il faut regarder aussi le rugby comme il est aujourd'hui. Il ne faut pas se mettre un mouchoir sur le visage. Le rugby, c'est devenu un ascenseur social pour certains. Donc, je peux aussi entendre, je ne dis pas comprendre, mais entendre qu'à un moment, il y a des gens qui arbitrent sur la donnée financière. Même si on parle de premier contrat. On n'est pas non plus sur des montants... mais il y a des gens pour qui 1 euro... C'est quoi, 2000, 3000 euros? Ouais, maximum. Mais il y a aussi des clubs qui proposent à des parents de suivre les jeunes, en les hébergeant. Là, on rentre dans des trucs... Le foot. Proche du foot. C'est pour ça qu'il faut... à un moment, il faut mettre un coup de frein à main. Bon, comment tu prépares l'avenir? Souvent, quand on dirige, c'est aussi anticiper. Prépare l'avenir, notamment par rapport au Dr Wild, parce qu'à un moment, c'est des choses dont vous parlez. L'avenir, il a réussi à sauver le club quand même. Sa venue a sauvé le Stade Français. Ouais. Comment vous préparez cet avenir-là? Je dirais même plus que sauver. Thomas Savard qui a quand même gagné 2 titres avec le Stade Français, qui a mis beaucoup d'argent pour que le Stade Français continue derrière Max, a souhaité passer la main. Merci pour ce qu'il a fait. Et heureusement que le Dr Wild est arrivé, c'est une réalité, avec non seulement une capacité à injecter suffisamment d'argent pour que le club continue, mais surtout qu'il continue à être ambitieux. Alors, ça ne s'est pas encore concrétisé par des résultats. Mais j'ai bon espoir qu'on y arrive rapidement. Après, s'il y a un problème, Dr Wild possède une fondation. Cette fondation prendra le relais. Mais la question d'ouvrir aujourd'hui à de nouveaux actionnaires, etc., elle peut se poser. En tout cas, on peut lui poser. C'est ça que j'essaye de dire. Et que... c'est quelqu'un qui est intelligent et qui a tout à fait compris que aujourd'hui, un club, c'est pas forcément l'histoire d'un seul homme et que mettre des gens à la table avec lui qui connaissent le pays,
pourquoi pas français aussi, ça peut être quelque chose de très intéressant. Toi, tu as vu un effet un effet Coupe du Monde sur l'économie du rugby? Donc j'ai vu, mais ce qui m'a pas surpris d'ailleurs, j'ai vu la capacité d'une nation à se soulever pour se ranger derrière une équipe nationale. Alors ça a été aussi la conséquence de 2 années où cette équipe de France allait monter en régime, campagne de communication, résultats, prise de parole du staff, du sélectionneur, etc. Enfin, tout ça, ça a été bien fait. Donc la cocotte minute, voilà, à un moment, elle a commencé à faire du bruit et puis tous les gens se sont mobilisés. Malheureusement, en quart de finale, tout s'est arrêté brutalement et le soufflet est redescendu, quoi. Donc, on a un peu plus de taux de fréquentation dans nos stades. Bon, après, c'est pas la meilleure période. Hein. Là, il fait 0 degré. Donc, on va voir. Je pense qu'il faut attendre le mois de juin pour voir si des gens qui sont venus voir les matchs de la Coupe du Monde sont ou vont venir dans les stades parce qu'ils vont se dire quand même le rugby c'était sympa ce qu'on a vécu, donc on va y retourner. On a eu les petites augmentations des gamins qui viennent s'inscrire à l'école de rugby parce qu'ils ont vu Antoine Dupont, Greg Aldrit, Movaca, Marchand et compagnie. Je cite que des Toulousains, donc je vais en citer un ou deux. Macalou. Voilà, Sekou Macalou. Ou d'autres joueurs qui ont brillé avec l'équipe de France, Damien Penaud. Mais le problème de la rétention derrière, il se pose aussi. Et puis la capacité d'accueil. En tout cas, nous à Paris, on n'a pas des structures, il n'y a pas suffisamment de terrain, donc c'est difficile d'accueillir tout le monde. Et pour les partenaires, je pense que les gros partenaires, ceux que le rugby souhaite capter, ils sont aujourd'hui plus focalisés sur des gros événements nationaux, voire internationaux, sur lesquels ils sont en capacité d'investir plus d'argent, plutôt que d'aller sur un club, voilà, où s'ils ont des enjeux nationaux, ils vont dire mais pourquoi vous allez à Paris et pas ailleurs? Donc voilà, il y a une vraie question. Et les partenaires de rang en dessous, on a réussi à en attraper un ou deux par la manche, mais ça n'a pas été ce dont on avait rêvé. Mais je pense que c'est aussi le même constat que pour la partie sportive, quoi. On a espéré être champion du monde et donc on a espéré aussi qu'on allait avoir toutes les retombées si on était champion du monde. Et on ne l'a pas été, non. Malheureusement. Le rugby peut être rentable ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça fait 15 ans ou 20 ans qu'il est réellement pro et qu'on n'a pas encore trouvé le modèle. Toi qui es à l'intérieur du moteur, comment tu vois les choses? Le rugby ou le sport professionnel peut-il être rentable? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a les clubs de foot qui gagnent de l'argent? En tout cas, on voit des tractations. On voit des investisseurs des Américains au qui foot. viennent, des groupes. Voilà. Ça, au rugby, c'est pas encore arrivé. Non. Pourquoi? Déjà parce que la valorisation des clubs de foot, elle se fait principalement autour des joueurs, qui sont considérés comme des actifs. Ce n'est pas le cas dans le rugby. Un certain nombre de clubs de foot aussi sont propriétaires de leurs enceintes, ce qui n'est là encore pas forcément le cas dans le rugby. Donc voilà, on a le retard qu'on a dans la professionnalisation du sport. Hein. Je ne sais pas en quelle année le foot est devenu professionnel, mais ça doit être après-guerre, c'est ça. En tout cas, ils ont quelques années d'avance sur nous. Nous, on est un sport qui a vécu un bouleversement économique incroyable. Si on regarde les droits télé, en l'espace de 30 ans, ils ont été multipliés par 10 ou par 15. Donc c'est monstrueux. Les salaires, pareil. Donc on vit aussi des bouleversements qui nécessitent derrière des adaptations, des rééquilibrages. Mais le rééquilibrage, on va dire que quand tu es monté très haut et que tu te dis il faut redescendre, il est un peu plus difficile à obtenir. Et puis bon an, mal an, même si l'économie du rugby elle est déficitaire aujourd'hui, il y a quand même des actionnaires qui comblent hein, chaque année, qui acceptent de payer. Donc le modèle, il n'est pas soutenable, mais il tient. C'est un peu le paradoxe. Il fait un chèque de combien, le Dr Wild, en fin de saison? Il fait un gros chèque. Pour vous donner un ordre d'idée. Un virement même. Ouais, il fait un virement, mais bon, il n'est pas le seul. Hein. Ils sont plusieurs. Et puis si c'est pas un actionnaire, c'est un sponsor. Voilà, c'est. Mais en face de ça, il y a aussi des compensations.
C'est-à-dire que le Dr Wild, l'image de Caprisson, elle est quand même exploitée dans le club. Je pense que lui, à titre personnel, il met de l'argent à titre personnel, bien sûr. Voilà, il y a aussi une satisfaction. Je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une passion pour le sport. Voilà, c'est des gens qui ont aussi suffisamment d'argent pour pouvoir se permettre ce genre de choses. Hein. Mais la grosse question, c'est est-ce que le rugby aujourd'hui a atteint son pinacle en termes de développement, de nombre de personnes touchées, ou est-ce qu'il y a encore des nouveaux publics à aller conquérir? Alors, sur l'équipe de France, on a une partie de la réponse. Mais l'équipe de France, c'est 3 moments dans l'année. Sur un championnat qui se déroule le week-end, avec des internationaux qui ne jouent pas toujours, une visibilité qui est un peu difficile à obtenir parce que des fois, tu as l'équipe de France qui joue en même temps que le championnat. Voilà, toutes ces questions qui habitent le rugby depuis des années. Est-ce qu'on peut aller chercher mieux? Je ne sais pas, parce que je pense qu'à l'étranger, il y en a beaucoup qui se sont déjà posé la question et ils n'ont pas trouvé la clé de la malle avec le trésor. Hein. Donc il met quoi, 10, Dr Wild, en fin de saison, généralement? Il met un petit peu d'argent. Ouais. Il met un petit peu d'argent. Bon, ok. Pour terminer, d'abord un petit questionnaire qu'on va appeler in situ. Mais si tu devais diriger un autre club de rugby pro, de top 14? Non, je ne pourrais pas. Non, le Stade français, le Stade français. De toute façon, c'était le seul club où je pouvais aller. Je partirais pas de Paris. Et non, le Stade français, point final. Si tu devais diriger un autre club pro d'un autre sport? Je pense que j'en serais pas capable. J'aime bien le. Si j'irais bien. J'irais bien à Lens, parce que je suis pote avec Arnaud Pouille, et j'aime bien la mentalité des gens du Nord. Je trouve que c'est un club qui dégage une énergie folle, mais je ne sais même pas diriger, quoi. J'irais bien travailler avec lui, parce que c'est lui le patron, donc c'est pas sympa, mais j'irais bien bosser avec lui. Ouais. Si tu devais diriger une entreprise hors sport? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que je pourrais aimer diriger comme entreprise hors sport? Tu t'en sens capable, là, après cette expérience de 4-5 ans, là? Bah écoute, je savais pas faire au Stade français, donc je me démerderais un peu. Je pense que je ferais la même chose. C'est-à-dire, je prendrais surtout des gens beaucoup plus compétents que moi à tous les postes stratégiques, puis après on verrait ce qu'on peut faire ensemble. Et dans quel secteur, si tu devais, alors si c'est pas une entreprise, mais au moins un secteur? Le commerce ou la com. Si tu devais diriger une start-up? Alors, j'ai vu des startups en Israël avec des mecs qui font des. Alors, moi, j'y comprends rien, mais rien de rien. Je suis nul. Mais quand j'ai vu ce qu'ils étaient capables de faire avec de la réalité virtuelle, enfin des trucs virtuels, augmentée, j'ai trouvé ça phénoménal et surtout applicable au sport. C'est-à-dire que les mecs, ils te mettent une caméra dans ton stade. Ça filme tout, mais quand je dis ça filme, c'est pas qu'il te filme, ça t'analyse les données, les angles, les courses, le niveau de fatigue, parce que ça capte tous les joueurs ont des GPS, donc ils captent tous les GPS, enfin ils te mélangent tout ça, c'est hallucinant. Et je trouve que c'est à la fois effrayant, mais c'est absolument incroyable de voir ce que tu peux récupérer comme données et comment on peut les exploiter. Si tu devais rejouer, Ouais. tu rejouerais au même poste? Et 2, est-ce que tu jouerais de la même façon? Et est-ce que tu penses que tu aurais la même carrière? Putain. Écoute, je pense que je rejouerais au même poste parce que j'ai pas les qualités pour jouer à un autre. Peut-être devant, j'aurais pu jouer, mais devant, c'est dur devant quand même. Devant, ça tape. Donc j'aurais à l'aile ou au centre. Je rêverais sûrement de jouer différemment. Mais tu disais tout à l'heure, les modes. Tu penses que toi, tu as été victime, entre guillemets, de la mode du physico-physique, là? Non, j'ai été victime de rien. J'ai été victime à un moment, si tu as comme tous, tu joues sur tes qualités physiques au départ. Et puis après, tu travailles certaines choses que moi, j'ai pas suffisamment travaillé. J'ai pas suffisamment travaillé ma technique individuelle. J'ai pas suffisamment travaillé mon jeu au pied. Donc du coup, voilà, j'étais cantonné dans un registre un peu étriqué, quoi. Mais
de l'autre côté, je peux aussi opposer la position du coach qui m'a jamais dit bon bah maintenant tu vas pas jouer pendant 6 mois, tu vas faire des passes, des trucs, des machins, puis quand tu seras prêt, tu reviendras. Ouais. Donc je pense que aujourd'hui, tu as toujours besoin d'un 12 un peu costaud qui te prend le milieu de terrain, voilà, qui est plus franchisseur que passeur, quoi. Comme disait Bernard Laporte, Thomas, si on te prenait pour faire des passes, ça se saurait. Si tu devais refaire cette interview, quelle question devrait-on te poser? S'il y a une question, qui est, c'est qu'en fait dans ce métier, tu dois dire non. Et c'est difficile de dire non. Parce que quand tu accèdes à un poste comme celui-là, il y a beaucoup de gens qui te sollicitent. Et malheureusement, tu peux pas, si tu dis oui à tout le monde, tu t'en sors pas. Il n'y a pas de limite. Donc j'ai dû dire non à des gens. Dont certains l'ont très mal vécu. Et du coup, je ne vais pas te dire que tu perds des amis, mais tu les conserves un peu moins, quoi. Ou en tout cas, tu crispes des relations, tu génères de la frustration. La critique, c'est pas tellement le sujet, bon, ça. Mais c'est un truc assez désagréable. Parce que il y en a à qui tu vas dire oui, donc comme il y en a à qui tu vas dire oui et d'autres à qui tu vas dire non, forcément, hein, tu distribues les bonnes et les mauvaises cartes. Et ça, c'est... Mais il faut faire avec. Si tu veux pas faire ça, tu fais autre chose. Bon, on est arrivé à la fin. Juste deux dernières questions. Une petite question RSE. Si tu devais mettre en avant une association, tu as parlé du rôle et du bilan du Stade français, mais une association qui te tient à cœur et peut-être... Ouais, c'est Good Planet. Je pense que tout ce qu'on a fait avec la fondation de Yann, Arthus Bertrand, franchement, ça a été extrêmement utile pour le club. C'est eux qui nous ont bien aiguillés, ils nous ont fait le bilan carbone, ils ont été très inspirants. Continuer à bosser avec eux sur nos jeunes. Voilà, puis c'est une référence. Ils ont beaucoup compté. Peut-être, je pourrais en citer d'autres, hein, mais entre le moment où tu dis bon, il faut qu'on aille sur cet angle, sur cette brique RSE, c'est important, au-delà même philosophiquement de ce qu'on peut penser. À un moment, c'est tellement vaste qu'il faut que tu trouves des gens pour t'accompagner. Eux l'ont très bien fait. Question plus personnelle, est-ce que tu as un livre de chevet ou un livre qui t'accompagne? Non, j'ai pas de livre de chevet parce que je suis tellement fatigué que quand je rentre le soir, j'ai même pas le temps c'est un truc que je ne supportais pas pendant toutes les années où j'étais en chambre avec Christophe Moni. Et on éteignait la télé parce que s'endormir devant la télé, ça nous rendait fous. On n'arrivait pas à dormir. Donc on éteignait la télé. Et ça, tu parles quand vous étiez joueur? Quand on était joueur. Ouais, je fais plus chambre avec Christophe Moni. Et aujourd'hui, je peux même pas que je m'endors devant la télé. C'est que je fais 1 minute devant la télé. Alors peut-être c'est l'âge aussi. Mais comme je pense que j'ai toujours 25 ans, je me dis que ça peut pas être l'âge. Je suis cané le soir. Et est-ce qu'il y a une petite phrase ou une citation qui t'accompagne, qui t'est chère et que j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs qui sont le fruit d'une réflexion qu'on a menée en 2019 quand je suis arrivé au club avec un certain nombre de proches. Il y avait Christophe, Dominici, Yves, maman. Voilà, des gens avec qui ont une bonne connaissance du Stade français. Christophe, Bonny. Il y a 2 phrases il y en a 3 exactement, mais il y en a 2 d'ailleurs, elles sont au-dessus de mon bureau, qui disent, voilà, grosso modo, que il faut oser prendre des risques, que ça fait partie de ce que le Stade français a toujours cultivé, et que il faut rassembler pour réussir. Que ce club, il a toujours su
c'est l'histoire du Stade Français, quoi. 97, tu connais, hein, il y avait 50 personnes dans les tribunes et en 10 ans, aux 15 ans, il y en a eu 80 000 quand ils allaient jouer au Stade de France. Ça, c'est la puissance de ce club, elle s'est faite autour de ça, quoi, de cet engouement populaire. Donc il faut rassembler les gens. Et avant de rassembler les gens, il faut rassembler les collaborateurs, quoi. Merci Thomas. Merci François, c'était un c'était plaisir. cool. Je te remercie. Je vais te déséquiper. One. One, two. One. Two. Trio.